La discrétion du spectateur est conseillée avant de commencer. Ce qui suit est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Ce que vous allez lire est un témoignage fédéral textuel du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Dans une salle d'audience fédérale bondée, la voix de Tupac Shakur résonnait dans le système de sonorisation en brut, émouvante et sans filtre. C'était un enregistrement obsédant, inédit, tiré d'une interview longtemps enfouie et inédite, cachée au monde pendant des décennies et prétendument supprimée par Sean Combs lui-même. Mais aujourd'hui, dans l'œil du cyclone qui menace de détruire l'empire de Diddy, la cassette a refait surface. Et elle pourrait bien être le coup de grâce. Autrefois qualifié de paranoïaque, Tupac sonne soudain comme un prophète. Ses paroles, recueillies peu avant sa mort, dressent un portrait glaçant de la trahison, de la manipulation et des jeux de pouvoir calculés au sein de l'industrie musicale. Et à l'épicentre de tout cela, Diddy. Il ne s'agit plus seulement d'une histoire de côte et contre côte ouest. Il s'agit d'un homme qui, sachant qu'il pourrait ne pas survivre, a laissé derrière lui un avertissement, un message vocal venu de l'au-delà, au cas où personne d'autre ne survivrait pour dire la vérité. Le tribunal n'était peut-être pas prêt, mais Tupac l'avait déjà vu venir. Bien avant le début du procès, bien avant le témoignage accablant de Kazi Ventura, et avant que Monique ne se lève et ne crie à l'industrie, ça suffit. Pac hurlait déjà de l'intérieur. Mais personne ne voulait l'écouter. Non pas parce qu'on ne le croyait pas, mais parce que la vérité qu'il détenait était bien trop dangereuse. Elle menaçait de tout bouleverser. Tout a commencé par une conversation, une interview devenue légendaire. Angie Martinez et Tupac. 1996, 2 heures de partage, dont seulement 10 minutes ont vu le jour. Angie prétendait que c'était pour protéger la paix, pour éviter d'attiser le feu d'une guerre côtière. Mais aujourd'hui, nous savons que c'était un mensonge. Et pas n'importe lequel, un mensonge protégé, entretenu et appliqué par ceux qui sont au pouvoir. Car selon Jean Dill, l'un des anciens confidents de Diddy, ce n'était pas Angie qui avait décidé d'enterrer l'interview. C'était Diddy. Laissons cela de côté. À l'époque, Diddy n'était pas seulement un magnate en devenir. C'était un faiseur de rois, un marionnettiste de l'ombre. Et, selon plusieurs sources, il contrôlait J97 dans l'ombre. Il exerçait un véritable pouvoir, celui qui pouvait anéantir une histoire avant même qu'elle ne prenne son premier souffle. Celui qui pouvait effacer des voix, y compris celle de Tupac. Dans cet enregistrement exhumé, Pac n'était pas en colère, il était calculateur. Son ton était calme, mais chaque phrase sonnait comme un avertissement enrobé de poésie. « Je suis comme un paratonnerre », a-t-il déclaré. « Je m'attaque au meilleur de New York, son roi autoproclamé. » Il n'a jamais prononcé le nom de Diddy, mais il n'était pas obligé de le faire. L'insinuation était directe. Il ne s'agissait pas d'une querelle de rap, Tupac dévoilait quelque chose de plus sombre. Il voyait Diddy pour ce qu'il était, manipulateur, peu sûr de lui, un homme qui avait acquis son pouvoir non par l'honneur, mais par la peur et le silence imposé. Pac a poursuivi, chaque fois qu'il fait du bien à New York, il représente New York. Quand ce n'est pas le cas, ce n'est qu'un rappeur parmi d'autres. Et pourtant, vous le laissez tous porter vos couleurs. C'était audacieux. C'était dangereux. C'était le début d'une épreuve à laquelle personne n'était préparé. Aujourd'hui, des décennies plus tard, dans une salle d'audience remplie de témoignages tremblants, de bandes scellées et de noms célèbres tombant comme des dominos, nous voyons enfin ce que Pac a essayé si désespérément de révéler. Diddy ne jouait pas seulement au jeu, il réécrivait les règles du royaume qu'il avait secrètement construit. Un empire d'ombre. Pac a essayé de nous prévenir. Mais l'industrie l'a fait disparaître. Ils ont effacé le message. Ils ont enterré les preuves. Ils ont fait disparaître cette cassette exprès. Cette journée au tribunal commença comme toutes les autres. Les avocats chuchotaient, les journalistes ajustaient leurs micros, la salle se préparait à un nouveau gros titre. Mais ce qui se passa ensuite ne fut pas une simple accusation, ce fut le démantèlement d'une machine. L'accusation ne parlait pas seulement d'abus. Elle évoquait une infrastructure, un vaste réseau de peurs, d'accords de confidentialité, de pistes financières et de silence. Et au centre de ce réseau se trouvait Diddy. La voix de Kazi Ventura tremblait, mais ses mots restaient fermes. Elle décrivait les rituels, les caméras, les chambres d'hôtel drapées de velours, le sentiment d'être possédé. Elle disait qu'on lui avait confisqué son téléphone, qu'on avait réécrit ses décisions, qu'on avait contrôlé son accès au monde extérieur.
Et puis elle a prononcé une phrase qui a glacé toute la pièce. Tu n'as pas été invité dans le monde de Didi, dit-elle. Tu as été englouti par lui. Mais Kazi n'était pas le seul. Vint ensuite Jindil, l'ancien garde du corps de Didi. Un homme qui gardait les portes de l'Empire. Il regarda Didi droit dans les yeux et dit, « Tu n'as rien protégé. Tu as tout caché. » Il a confirmé ce que beaucoup craignaient depuis longtemps. Didi avait la cassette d'Angie Martinez. Il l'a écoutée, puis l'a mise sous clé car dans cette conversation, Tupac n'a pas seulement dit ce qu'il pensait, il a tracé la voie vers la vérité. Et Puff savait que si cette carte était rendue publique, l'Empire brûlerait. Et puis est venu le Joker. Monique. Son témoignage n'était pas au programme. Elle n'était pas censée parler. Mais lorsqu'elle s'est levée et a témoigné, l'atmosphère a complètement changé. Elle n'a pas apporté de colère. Elle a apporté des preuves. Des chronologies. Des enregistrements audio. Des citations. Des noms. Elle a déclaré au tribunal, les gens ne protégeaient pas Didi parce qu'ils croyaient en lui. Ils protégeaient leur position, leur accès, leur place à la table des négociations, car c'était Didi qui servait. Elle a pointé du doigt Tyler Perry, Oprah. Des dirigeants. Des journalistes. Des institutions. Il n'était pas resté silencieux. Il l'avait laissé faire. À un moment donné, elle s'est tournée vers le jury et a dit. Ce procès devait concerner un seul homme. Mais désormais, il concerne l'écosystème tout entier qui lui a permis de prospérer. Et personne ne l'a arrêté. Ni le juge, ni les huissiers. Car à ce moment-là, il ne s'agissait plus seulement de Sean Combs. Il s'agissait d'un système conçu pour faire taire les braves et récompenser les cruels. Et le premier qu'ils ont essayé de faire taire, c'était Tupac. Il avait autrefois pris des balles. Maintenant, sa voix exprimait la vérité. Jindil entra dans cette salle d'audience avec le poids de décennies de souffrance. Et peut-être, en avait-il assez. Il avait été là à l'époque des bad boys. Il avait vu les fêtes privées, les règles tacites. Et maintenant, il en avait assez. Il fixa Didi et dit, « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Tu as dit que Tupac parlait trop. Tu as dit que quelqu'un le ferait taire. Je n'ai pas oublié. » La salle fut plongée dans un silence stupéfait. Les cœurs se serraient. Jean ne jouait pas. Il était épuisé. Pas en colère, juste fatigué de faire semblant. Il a détaillé comment Didi avait ordonné l'enterrement de l'interview d'Angie Martinez. Comment rien ne lui avait échappé. Comment la voix de Pac était trop dangereuse pour être révélée au monde. Et puis, Jean a dit la phrase qui a transpercé la salle d'audience comme une lame, l'obsession de Didi pour Pac n'était pas seulement professionnelle. C'était personnel. C'était de la jalousie. Il l'observait. Il l'imitait. Il s'habillait comme lui, courait les mêmes femmes, reproduisait son rythme. Même, affirmait Jean, Didi avait copié le discours de Tupac au Grammy, mot pour mot. Il ne voulait pas être meilleur, il voulait être lui-même, pleinement et sans complexe. Mais ce qui a retourné l'estomac de tout le monde, ce qui a vraiment changé l'air, c'est quand Jin a parlé de la peur. Il a dit que Didi n'a pas construit un empire sur le talent, elle l'a construit sur la surveillance, sur le contrôle, sur les ombres et les secrets. Elle conservait des enregistrements, payait des informateurs, savait exactement qui menaçait, qui récompensait et qui effaçait de la carte. Médecine Pac a tout vu. Il fut le premier à dire, Didi joue peut-être avec quelque chose de sombre, raconta Jin, et à ce moment-là, quelque chose d'irréversible se produisit. La voix de Jin s'est brisée une seule fois, mais la vérité qu'elle contenait a brisé la pièce. Il ne voulait pas seulement que Pac disparaisse, il voulait effacer tout ce qui le représentait, chaque vérité dérangeante qu'il osait nommer. La pièce devint silencieuse, comme si un souffle était retenu à l'unisson. Tupac ne s'est jamais considéré comme un héros, mais il avait un don dangereux, dire la vérité avant que quiconque ne soit prêt à l'entendre. Il ne rappait pas seulement sur les rues, il les étudiait, les décortiquait. Derrière le charisme, derrière l'image de provocateur, se trouvait un homme qui lisait plus que la plupart des gens ne le savaient, qui enquêtait, observait, reliait des points que d'autres ignoraient. Et l'un des premiers modèles qu'il a reconnu était Didi. Pac était toujours méfiant, mais selon ses ancêtres et ceux qui le connaissaient le mieux, ce n'était plus seulement de la suspicion, c'était de l'alarme. Il a commencé à remarquer les rythmes décalés, les choses qui ne collaient pas.
Pourquoi ce cadre était-il toujours dans la pièce? Pourquoi tant de jeunes artistes se sont-ils retrouvés pris dans des contrats qui ressemblaient davantage à des pièges? Et quand Pak a parlé, les gens ont ri et l'ont rejeté. Ils ont appelé ça de la paranoïa. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la perception, c'était de la précision, c'était faire attention quand tout le monde dormait. Suge a raconté plus tard que Tupac lui avait dit un jour, il y a quelque chose de louche chez Puff. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça va arriver. Il ne lançait pas d'accusations inconsidérées, il faisait ses devoirs. Il a entendu des rumeurs à propos de producteurs, de petits amis secrets, d'accords de confidentialité très longs et de trop de jeunes danseurs toujours présents. Il a commencé à poser des questions qui ont rendu les puissants nerveux. Il ne se souciait pas de savoir si quelqu'un était gay, ce n'était jamais le problème. Ce qui l'intéressait, c'était l'exploitation, le pouvoir utilisé pour manipuler les jeunes, les ignorants, en particulier les enfants. Suge a déclaré que Pak prévoyait de rendre l'affaire publique, non pas pour humilier, mais pour protéger. Il a averti que certains de ces hommes pourraient être proches du fils de quelqu'un, un qui a. Et si nous savons quelque chose, se souvient Suge, alors nous avons le devoir de parler. Mais Pak n'a jamais eu cette chance. Parce que quand il a commencé à lier Didi au fondateur d'Uptown Records, André RL, aux danseurs, aux artistes qui les entouraient, les alarmes n'ont pas seulement sonné, elles ont crié. Il a vu à travers l'illusion. L'industrie n'était pas faite de poudre aux yeux, mais de béton et de contrôle. Et Didi, croyait Pak, n'était pas seulement le gardien de quelque chose de plus grand. Il conduisait toute la machine. Ce n'était pas de l'envie, ce n'était pas une petite rivalité de rap. C'était un homme qui voyait le système pour ce qu'il était réellement, une usine de silence. Ils ont qualifié Pak de dramatique, on dit qu'il était en pleine spirale, mais ce n'était pas le cas. Il était l'un des rares à essayer d'arrêter ce qu'il voyait venir. Vous pouvez le sentir, la tension dans la salle à chaque fois que Quad Studio est mentionné. Comme une blessure qui se rouvre, un moment figé dans le temps que seul Tupac a vraiment remarqué. Le 30 novembre 1994, Tupac est entré dans les studios d'enregistrement Quad à Manhattan pour ce qui aurait dû être juste une autre session nocturne. Routine. Jusqu'à ce que le chaos explose. Coup de feu. Il a été pris en embuscade, volé, abattu de 5 balles, laissé en sang, laissé pour mort. Il a survécu. Mais ce qui ne l'a jamais quitté, c'est la trahison. Depuis son lit d'hôpital, Pak a dit que ce n'était pas un vol. C'était une embuscade. Quelqu'un savait qu'il serait là. Quelqu'un a éteint les lumières dans le couloir. Quelqu'un voulait le faire taire. Mais pas pour le tuer, du moins pas encore. Et dans l'esprit de Pak, ceux qui l'ont exécuté étaient liés à Bad Boy. Ce n'était pas seulement une théorie. C'était dans leurs yeux. C'était dans le silence après. Biggie Smalls et Didi étaient à l'étage cette nuit-là, dans le même bâtiment, mais ne sont jamais descendus, ne sont jamais venus leur rendre visite, ne leur ont jamais appelé. Ils ont continué comme si de rien n'était. Puis Didi a sorti la chanson « Who Shot ?». Les paroles étaient froides, calculées. Et bien que lui et Biggie aient affirmé que le morceau avait été enregistré avant la fusillade, Pak a entendu un message « Reste silencieux » ou la prochaine fois, tu ne parleras pas du tout. Des années plus tard, lors d'interviews, Didi a souri lorsqu'on lui a posé des questions sur cette nuit-là. Il a esquivé les questions, a prétendu ignorer. Mais les proches de la scène ont déclaré qu'il en savait plus qu'il ne l'a jamais admis. Jean Dill a témoigné que des murmures ont parcouru Bad Boy presque immédiatement après la fusillade. Certains riaient, d'autres étaient pâles de peur. Mais personne ne semblait surpris. Pak est allé en prison peu de temps après, et pendant qu'il était enfermé, l'industrie s'est transformée. Bad Boy Rose. Le couloir de la mort a trébuché. Et l'ombre de Didi s'est allongée. Tupac a déclaré plus tard que cette nuit lui avait appris les vraies règles. Les serpents, la trahison. Il n'est plus jamais entré dans un bâtiment sans vérifier chaque porte. Parce qu'après Quad Studio, il a compris que le vrai danger ne vient pas de vos ennemis. Cela vient de ceux que vous appeliez autrefois votre famille. Et c'est à ce moment-là que Didi est passé de rival à suspect. Le charisme ne s'achète pas. On ne peut pas fabriquer de l'esprit. Et cela a rendu Didi furieux. Tupac avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas atteindre, un pouvoir authentique. Il n'avait pas besoin de récompense ou de soutien. Les rues l'aimaient, les femmes l'adoraient, les hommes le craignaient et le respectaient. Il n'est pas simplement entré dans une pièce,
il décalait il. Et Didi détestait ça. Jindy a qualifié cela d'obsession. Il a étudié Pac comme une ombre. Il a témoigné que Didi imitait chacun de ses mouvements, même sa garde-robe. Ce qui a commencé comme de l'admiration s'est transformé en quelque chose de plus sombre. Pac portait Versace. Soudain, Didi l'a fait aussi. Pac a parlé de loyauté, de douleur, de la vérité de la communauté noire. Et Puff a commencé à publier des citations inspirantes, agissant comme s'il menait les mêmes batailles. Mais tout le monde savait que c'était du théâtre. On dit qu'une année, lors des Grammy, Didi s'est approché pour accepter un prix et a cité mot pour mot le vieux discours de Tupac. Ce n'était pas un hommage. C'était un vol en plein jour. Et puis est arrivé Kim Porter. Pac et Kim s'étaient déjà croisés auparavant. Elle le respectait profondément. Ils disent qu'elle admirait son feu, son intégrité. Et Didi le savait. Certains disent que leur relation est devenue hostile lorsque Kim a mentionné Tupac une fois de trop. Ce n'était pas de la jalousie née de l'amour, c'était une question de contrôle. Il a essayé d'en rire une fois, en disant « Cet homme veut être moi ». À tel point qu'il ferait n'importe quoi, même me faire du mal. C'est ce que les gens se demandent maintenant. Au fur et à mesure que les témoignages se dévoilent, montrant Didi non seulement comme manipulateur, mais aussi comme stratège, calculateur, obsédé, les vieux mots de Tupac commencent à résonner avec une clarté effrayante. Didi ne voulait pas de célébrité. Il voulait l'immortalité. Et il enterrait n'importe qui pour l'obtenir. La salle est désormais pleine de preuves, de transcriptions et de voix enfin assez courageuses pour parler. Et une chose est indéniable. Tupac n'était pas paranoïaque. Il a juste vu le monstre avant nous tous. Et ce qui hante tout le monde maintenant, ce n'est pas ce qui a été dit, mais ce qui a été passé sous silence. L'interview d'Angie Martinez avec Tupac est un fantôme. Un fantôme qui persiste encore, chuchotant dans les couloirs du hip-hop. Entend une culture qui a ignoré ses avertissements jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tout le monde sait que c'est arrivé. Tout le monde sait que c'était explosif. Mais presque personne n'en a entendu parler. Sur les 2 heures enregistrées, seules 10 minutes ont été diffusées. Et maintenant, avec la pression croissante du procès, nous commençons à comprendre pourquoi. Lorsqu'Angie a parlé de l'interview pour la première fois, même des années plus tard, elle semblait nerveuse. Elle a dit qu'elle devait écouter l'enregistrement en entier. Elle aurait pu déclencher une guerre. Mais l'histoire n'a jamais abouti. Pourquoi une journaliste prendrait-elle un risque aussi énorme, pour finalement enfermer dans un coffre la plus importante interview de sa carrière? Car, selon ses proches, comme Jean II, ce n'était pas entièrement son choix. C'est Sean, Didi, Combs qui a tout gâché. Il ne s'agissait pas seulement de protéger la Côté. Il s'agissait de se protéger lui-même. Car sur cette cassette, Tupac ne se contentait pas de pester contre son copain, ni d'exprimer ses griefs. Il levait le voile sur l'industrie et citait des noms. Dil a témoigné que Puffy était l'une des seules personnes à avoir écouté l'enregistrement en entier. Elle l'a qualifié de préjudiciable. Incontrôlable. Elle a passé un seul appel à Hot 97, et cela a suffi. Il n'était pas propriétaire de la station, il était propriétaire de la peur. Quand Didi leur a dit « ne la jouez pas », ils ont obéi. Angie elle-même a admis avoir eu peur que quelqu'un meure si la cassette intégrale était publiée. Mais si c'était vrai, de quoi avait-il si peur? Qu'a dit Pac? Ceux qui prétendent avoir entendu des extraits de l'interview complète affirment que Pac ne se contentait pas de parler. Il accusait Didi d'orchestrer une culture du silence, le qualifiant de figure de quelque chose de bien plus sombre. Il a parlé de gens payés pour disparaître, d'embuscades déguisées en bagarres de rue et de la façon dont Didi jouait aux échecs pendant que tout le monde rappait. Il a averti que le rap était détourné par des gens qui ne se souciaient pas de la musique, mais seulement de contrôler les voix qui s'y cachaient. Il a affirmé que Didi était plus un politicien qu'un artiste, plus un chef de secte qu'un magnate. Et la citation la plus glaçante, selon ceux qui l'ont entendu, il ne veut pas seulement que vous le suiviez. Il veut s'emparer de votre voix. On comprend désormais pourquoi cette interview n'a jamais vu le jour. Si elle avait été publiée, le débat Est-Ouest aurait pu évoluer vers quelque chose de bien plus vaste, une dimension institutionnelle. Maintenant que le procès est en cours et que des noms émergent, le monde veut savoir, où est cette cassette? Qui en possède une copie? Et contre quoi d'autres Tupac essayait-il de nous mettre en garde avant qu'il ne soit trop tard? Car lorsque la vérité éclatera enfin,
elle ne fera pas que secouer l'industrie de la musique, elle pourrait même la réduire en cendres. C'est pour ça que les rues écoutaient Tupac. Ce n'était pas seulement ses paroles, c'était sa vision. Il ne se contentait pas de dire la vérité au pouvoir. Il l'étudiait. Et avant sa mort, il a commencé à parler de quelque chose de plus grand que n'importe quelle querelle ou maison de disques. Quelque chose qu'aucun rappeur n'osait dire à voix haute, la musique noire était en train d'être instrumentalisée. Pac avait commencé à relier des éléments que la plupart ne voyaient même pas. Il expliquait que les mêmes entreprises qui possédaient des maisons de disques possédaient également des prisons privées. Et que les paroles qu'elles promouvaient n'étaient pas seulement un divertissement, mais un appât. Suis cette vie, prévint Pac, et tu finiras en cage. Et avec le recul, il n'avait pas tort. Dans les interviews, Pac a déclaré qu'on lui demandait de rapper sur le meurtre de son frère, la vente de drogue à son peuple et la fierté qu'il en ressentait. Mais essayer de rapper sur l'élévation de son peuple? Soudain, le budget disparaît. L'attention se porte maintenant sur le procès de Didi. Et soudain, cette théorie ne paraît plus si farfelue. Car ce que les procureurs découvrent, c'est que l'empire de Didi pourrait bien être bien plus que de simples excès et égocentrisme. Il pourrait bien s'agir d'un réseau de partis, de contrats, d'accords de confidentialité et de manipulation. Ce n'était pas seulement un scandale. C'était une conception. Un système permettant de filtrer qui pouvait parler, qui devait se taire et qui devait tout simplement disparaître. Le témoignage de Will Smith a fait écho à ce thème. Il a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'impression d'être invité dans un monde. Il a d'abord été traité comme un invité, puis comme un prisonnier. Et maintenant, d'autres commencent à dire la même chose. Au tribunal, Monique a insinué que Didi protégeait des gens bien plus haut placés dont nous ignorons encore les noms. Des dirigeants. Des politiciens. Des médias. Ceux qui ne se salissent jamais les mains, mais qui ont toujours de l'argent. Tupac a essayé de nous le dire, ce n'était pas seulement Didi. Didi n'était que le portier. Les vrais architectes étaient derrière la vitre. Pac aurait déclaré, quand on suit l'argent, il ne s'arrête pas à Bad Boy. Il s'arrête au conseil d'administration. Il parlait d'accords passés en coulisses, de la façon dont les artistes étaient récompensés pour avoir semé la destruction et punis pour avoir dit la vérité. Et chaque fois qu'un jeune homme noir rappait sur le meurtre ou la drogue, un chèque était émis quelque part au loin. À qui profite le chaos, demanda Pac. La réponse n'était pas nous. Aujourd'hui, alors que des documents scellés sont divulgués et que le pouvoir judiciaire étend son influence, cette main cachée est mise au jour. Les avertissements de Tupac, autrefois qualifiés de paranoïaques, sonnent désormais comme une prophétie. Il ne connaissait pas seulement le jeu. Il voyait le plateau. Et maintenant, le monde rattrape enfin son retard. À la 3e semaine du procès, tout avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de rumeurs, ni d'enregistrements de faits, ni d'accords de confidentialité. Une nouvelle question a rempli les couloirs, chuchoté à l'extérieur de la salle d'audience, crié dans les commentaires. A-t-il quelque chose à voir avec le meurtre de Tupac? Pendant des décennies, ces rumeurs ont été qualifiées de rumeurs de tabloïd. Mais à chaque nouveau témoin, à chaque nouveau document, une tendance s'est dessinée, un sillage de peur, de silence et de pouvoir. Et au centre se tenait Didi. Les témoins l'ont décrit comme un homme qui n'exigeait pas la loyauté, mais l'obéissance. Monique a parlé d'un système construit pour l'élever et écraser tout le monde. Jean Day a peint un homme qui devait gagner, quel qu'en soit le prix. Will Smith a déclaré que Didi ne se contentait pas de manipuler les races. Il manipulait la réalité, utilisant les enregistrements, le chantage et la peur comme levier. Je n'ai pas été invité à cette fête, a déclaré Will, j'étais coincé là-bas. Puis sont arrivées les cassettes. Audio. Vidéo. Des pièces de puzzle laissant entrevoir quelque chose de bien plus sombre. Pas seulement du scandale. Pas seulement de la honte. Meurtre. Dissimulation. Les procureurs n'ont pas encore formellement lié Didi au meurtre de Pac. Mais ils ont ouvert la porte à une possibilité qui hante le hip-hop depuis 28 ans. Tupac savait qu'il était suivi. Il l'a dit dans des interviews. Il en a parlé dans ses raps. Il craignait la trahison de l'industrie plus que celle de n'importe quel gang. Et lorsque les balles l'atteignirent à Las Vegas, il regardait déjà par-dessus son épaule. La théorie maintenant? Il n'a pas été victime de violences arbitraires. Il fut la première victime d'une guerre du silence. Un message à tous ceux qui sont devenus trop bruyants, trop curieux.
Les gens disaient que Pac était paranoïaque. Mais le tribunal ne le pense plus. Parce que ceux qui l'ont renvoyé sont maintenant à la barre. Et ceux qui le craignaient? Ils font enfin l'objet d'une enquête. Le meurtre de Tupac reste non résolu. Mais ce procès a ouvert toutes grandes les portes. Et la question qui se pose désormais n'est pas seulement de savoir si Diddy était impliqué. C'est plutôt de savoir jusqu'où va le mystère.